Dans cet épisode, l'affaire Laurent Tarlevé. Pour cette soirée du 13 février 2017, Laurent Tarlevé a tout prévu. Avec un peu d'avance, il va fêter la Saint-Valentin avec Sonia, la femme de sa vie. Mais vers 20h, la soirée bascule. Il s'écroule inconscient sur le canapé. Arrivé sur place, les secours sont perplexes car le récit de Sonia ne colle pas vraiment avec les constatations médicales. Alors que s'est-il vraiment passé ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Tout commence à Loiron-Ruillé, une petite commune de 2700 habitants à peine, située dans le département de la Mayenne. C'est dans ce petit lotissement qu'un terrible drame va venir bouleverser la vie de ce village en apparence si paisible. Le soir du 13 février 2017, il est 20h36 lorsque la caserne de pompiers reçoit un appel de détresse. Le pompier de permanence décroche le téléphone. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et au bout du fil, il y a une voix de femme qui a l'air totalement paniquée. Au téléphone, elle indique que son compagnon fait un malaise, qu'il a ingurgité des médicaments. Jean-Guillaume Lemintier, avocat de la défense. Qu'il a bu du vin et qu'elle est très angoissée et très stressée puisqu'il ne répond plus à ses questions ou de manière totalement incohérente. Il y a une situation d'urgence, cette dame hurle au téléphone. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. À un moment donné, elle semble presque hystérique en disant « venez tout de suite ». Elle explique que son compagnon vient de perdre connaissance. Pour les pompiers, le pronostic vital paraît engagé et ils prennent aussitôt la direction de Loiron-Ruillé. On est à quelques kilomètres de Laval, c'est un petit village rural, il n'y a pas trop d'habitations ni d'animation, et donc il faut environ une quinzaine de minutes, toute sirène hurlante aux pompiers pour se rendre dans ce village pour cette intervention. Ils arrivent dans un lotissement où toutes les maisons sont quasiment les mêmes, ce sont des petites maisons en fait HLM. Il n'y a pas un bruit, on est sur un quartier très apaisé. Donc l'arrivée des pompiers dans un quartier, dans un contexte comme celui-ci ne passe pas inaperçue. À 20h50, les pompiers sont déjà sur place et ils sonnent à la porte. Et là, pas de réponse. C'est quand même surprenant parce qu'ils ont reçu un appel de la compagne de la personne qui est en état de malaise. Et lorsque les pompiers frappent à la porte, ils font pas simplement toc-toc. Mégane Lépinet, avocat des parties civiles. Ils cognent avec le ranger, ils tapent sur la porte avec le pied. Personne ne répond, donc les pompiers s'interrogent. Est-ce qu'on s'est trompé de maison ? Est-ce que c'est une blague ? Les pompiers décident alors de contacter le centre d'appel et tout de suite, la confirmation est faite, ils sont à la bonne adresse. Mais sur place, toujours aucun bruit, les volets sont fermés et la porte reste close. Finalement, au bout de 11 minutes d'attente, tout à coup, une femme ouvre la porte. Un des pompiers dit « c'est comme si elle nous attendait derrière la porte ». Enfin, c'est très étrange. Cette femme s'appelle Sonia Christie et elle confirme aux pompiers, c'est bien elle qui les a contactés pour secourir son conjoint. Elle est visiblement affolée. Alors elle est en état de choc, elle crie. Les pompiers parleront d'une femme hystérique, ce qui d'ailleurs suscitera une forme d'incompréhension dans la mesure où juste avant d'ouvrir la porte, ils n'avaient entendu aucun bruit. Ah, qu'est-ce qui se passe, machin, sauvez-le, elle crie, etc. Elle est en panique, elle a peur que cet homme meure, que son compagnon meure. Et donc les pompiers rentrent en fait et ils découvrent dans la pièce principale le compagnon, le fameux compagnon, assis dans le canapé et totalement inerte. Cet homme d'à peine 50 ans est Laurent Tarlevé et Sonia Christie le présente comme étant son conjoint
avec qui elle vit depuis 1 an. Elle explique l'avoir retrouvé inconscient sur le canapé et avoir tenté de le réanimer, mais en vain. Les pompiers ne remarquent aucune blessure apparente. On ne sait pas s'il respire encore, il est sur le canapé, un peu sur le côté. Donc ils vont procéder à un massage cardiaque, donc ils vont positionner Laurent Tarlevé sur le sol pour effectuer des manœuvres de réanimation. Tout se met en branle, je dirais, les pompiers, le SAMU, on essaie de sauver coûte que coûte, de le ramener à la conscience. Et au bout d'1 heure d'efforts considérables, on doit se rendre à l'évidence, la personne est visiblement décédée, il n'y a plus rien à faire pour elle. À 21h50, 1 heure après l'arrivée des secours, le médecin du SAMU prononce le décès de Laurent Tarlevé. Sa compagne, Sonia, est anéantie. La gendarmerie est alors appelée en renfort, car même si au départ il est question d'un malaise, il faut chercher à déterminer les causes de cette mort brutale. Et c'est le major Antoine Michel qui arrive sur place. Il a accepté pour la première fois de nous raconter son intervention ce soir du 13 février 2017. Alors quand j'arrive, moi, mais il y a Madame Sonia Christie qui est encore tout en pleurs, volubile, hystérique, quoi. Elle dit il est parti, il est mort, etc. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Donc je vois la scène, je prends quelques clichés photographiques. Je regarde s'il n'y a pas des traces de lutte. En fait, dans la maison, il n'y a aucune trace de lutte. Aucun signe d'effraction non plus. Mais le major Michel décide de geler la scène pour procéder aux premières constatations. Il espère comprendre comment et pourquoi cet homme est mort aussi brutalement. Tout de suite, il remarque des indices possibles. Et alors, ils vont trouver, à côté de cet homme qui est sur le côté, sur le canapé, des cachets. Jean Dorido, expert psychologue. 4 cachets qui semblent avoir été régurgités. On va trouver pas mal de médicaments, différentes sortes de médicaments, une large palette, ça fait un petit peu pharmacie ambulante. Des médicaments de la famille des antidépresseurs, des médicaments de la famille des anxiolytiques et des médicaments de la famille des antidouleurs, des opiacés, des opioïdes. On découvre aussi une plaquette d'un antidépresseur, le Laroxyl, entièrement vide. Une plaquette qui, a priori, aura été achetée le jour même en pharmacie, suite à une prescription du jour également de ce médicament. Il y a d'autres médicaments aussi un petit peu partout. Les boîtes, les cachets, tout est placé sous scellé. A priori, les gendarmes s'orientent vers une overdose de médicaments. Mais ils vont devoir le vérifier. Et visiblement, la soirée a été bien arrosée. Ils découvrent en effet une bouteille vide de vin mousseux, saisie également. Il y a 2 flûtes à champagne qui se sont retrouvées dans le salon, ainsi qu'un bol. Tout ça va partir au laboratoire pour analyse, et en attendant, plus personne n'a accès à cette maison. Et il faut déterminer si le décès est consécutif à l'intervention d'un tiers, si c'est un suicide, si c'est une maladie ou une mort naturelle, comme on dit. Mais là, la victime est jeune. On a un ressenti qui est curieux, quoi. À cet âge-là, on meurt pas. Laurent avait tout juste 47 ans. Et selon Sonia, il ne souffrait d'aucune maladie grave. Une demande d'autopsie est donc réclamée en urgence. Et en attendant les résultats, toutes les pistes sont envisagées. L'enquête démarre avec de nombreux points d'interrogation, mais avec une certitude. Les circonstances de la mort de Laurent sont troublantes. Au lendemain de son décès, la famille apprend la terrible nouvelle. Tous les proches sont dévastés. Jérôme, son frère, et Daniel, son père, ont accepté de témoigner. Aujourd'hui, c'est encore avec beaucoup d'émotion qu'ils nous décrivent ce moment
particulièrement difficile. J'ai appris le décès de Laurent donc le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Jérôme Tarlevé, frère de Laurent. En fait, mon ex-belle-sœur m'appelle le matin et elle me dit « Jérôme, j'ai une terrible nouvelle à t'annoncer, ton frère est décédé cette nuit ». Ma première réaction, c'est « Mais décédé de quoi ?» Et en fait, son ex-femme me dit « Eh bien, je ne sais pas ». Là, j'étais comme vous savez, comme tout, c'est quand vous apprenez la mort de quelqu'un que vous y attendez pas. Daniel Tarlevé, père de Laurent. Disons que c'était un choc. D'un seul coup, le voir disparaître, ça fait un vide. Retour à la gendarmerie. Pour tenter de comprendre les circonstances de la mort de Laurent, les enquêteurs s'intéressent à son parcours. Pour cela, ils convoquent son frère Jérôme et son père Daniel. Avec une question centrale, le passé de Laurent pourrait-il permettre de comprendre sa mort brutale ? Avant toute chose, la famille parle d'un homme attachant et apprécié de tous. Laurent Tarlevé a vécu au milieu d'une fratrie de deux autres garçons. Ils sont 3 garçons, Laurent, Jérôme et Patrice. Vraiment, c'était la fratrie soudée. Lorsqu'il est adolescent, lorsqu'il est jeune adulte, c'est celui qui est un peu le clown à table lors des repas de famille. C'est celui qui fait rigoler. C'était un peu le petit rayon de soleil on ne savait pas de quoi il était capable. Donc à chaque fois, on s'attendait à ce qu'il nous sorte quelque chose d'un peu extraordinaire, et on partait souvent fou rire en fait. C'était très très convivial. S'il y avait une bêtise, Laurent savait la faire. S'il y avait une extravagance, Laurent savait toujours la faire. Il était toujours avec des yeux pétillants, lumineux, un garçon qui souriait tout le temps. Espiègle, Laurent aime se faire remarquer, en classe aussi, mais l'école n'est pas son fort. Alors très vite, il se lance dans la vie active et va de petit boulot en petit boulot. C'est au début des années 90 que Laurent trouve un sens à sa vie. Il rencontre celle qui deviendra la mère de ses enfants. À ce moment-là, il est un homme comblé. Quand il a appris pour la première fois qu'il allait devenir papa, c'était l'homme le plus heureux du monde. Pendant plus de 14 ans, ça a été un véritable moment de bonheur où il s'est épanoui, il a vraiment profité de la vie. Il était très très heureux et ça se ressentait. 2 enfants naîtront de cette union, mais ce bonheur vole en éclats. Après 14 ans de mariage, sa femme le quitte. Suite à cette rupture, Laurent va connaître une longue traversée du désert. Laurent, après son divorce, en fait, donc a perdu sa stabilité. Il est vraiment reparti de zéro. Et il n'a pas su se reconstruire, en fait. À partir de là, ça a été une descente un petit peu aux enfers, ce qui fait qu'il s'est vraiment plongé sur les jeux vidéo, Internet, quitte à en passer des journées et des nuits entières. Il joue beaucoup aux jeux vidéo sur Internet. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ça l'occupe et surtout, il multiplie les rencontres. Laurent est quelqu'un qui, depuis son divorce, cherchait l'amour de manière assez compulsive sur Internet, par les applications, etc. Il y a pas moins de 35 femmes qui vont être en relation avec lui, et pas des coups d'un soir, comme on dit. C'est à chaque fois des histoires plus ou moins construites, où la femme décide de quitter son mari pour venir habiter, ça dure pas très longtemps, ça capote, et ainsi de suite, en fait. Il y en a eu beaucoup. Depuis son divorce, Laurent multiplie les aventures sans lendemain, des années d'errance, jusqu'au printemps 2016, où sa vie bascule. Laurent a un véritable coup de foudre. 9 mois avant sa disparition, il fait la rencontre de Sonia Christie, celle qui va changer le cours de sa vie.
Il tombe le 3 ou 4 juin 2016 sur une Sonia qui habite pas très loin, qui habite à Laval. Et en fait, leurs échanges vont immédiatement être enflammés. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Tout de suite, elle va lui dire je viens vivre avec toi. Puis il va dire oui. Il a 46 ans, elle a 48 ans. Ils ont l'air de s'exciter un peu comme deux ados, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Ils sont heureux de s'être trouvés, ils ont l'air d'être amoureux immédiatement. Pour une fois, les émotions étaient bien présentes, on pouvait limite les palper. L'attention et le regard qu'elle portait sur Laurent étaient affectueux, amoureux et très bienveillants. Sonia fait l'unanimité auprès de toutes les familles, car après ces années difficiles, Laurent ne pouvait pas mieux tomber. Pour ses proches, elle coche toutes les cases. Elle est chaleureuse, elle est amoureuse, et surtout, elle peut prendre soin de Laurent, car elle est infirmière. Il est suivi en effet pour une dépression, et Sonia peut justement l'aider à gérer son traitement. Elle m'a clairement dit qu'elle était infirmière. Moi, ça m'a conforté, tout en sachant que Laurent avait quelques pathologies, en plus d'être amoureuse, de me dire elle est même capable de s'en occuper physiquement s'il a un problème quelconque. Tout l'entourage de Laurent se dit enfin, il a trouvé l'âme sœur, comme on dit, la personne avec qui il pourrait poursuivre, faire un petit peu de chemin, et donc tout le monde est ravi de cette situation. Sonia et Laurent sont visiblement faits l'un pour l'autre. L'avenir s'annonce radieux. Mais 9 mois plus tard, cette tragique soirée de Saint-Valentin, où Laurent perd la vie, vient anéantir tous leurs rêves. Pour Sonia, sa disparition semble insurmontable. À la gendarmerie, dans les heures qui suivent le drame, c'est maintenant au tour de Sonia d'être entendue. Elle est toujours en état de choc. Le major Michel commence son audition. Il veut revenir sur cette journée du 13 février. Et en premier lieu, il veut éclaircir avec elle un point essentiel. Son attitude à l'arrivée des secours l'intrigue depuis le début. Je lui pose une question, je dis mais pourquoi vous n'avez pas ouvert tout de suite aux pompiers ? Major Antoine Michel, commandant de brigade. Et là, elle est paniquée, elle me dit mais je ne pouvais pas, j'étais en train de le masser, je lui faisais du bouche à bouche, si j'arrête, il va mourir. Le gendarme l'interroge ensuite sur le déroulé de leur journée. Sonia a-t-elle remarqué quelque chose d'anormal ? Elle décrit rien d'inhabituel. Elle explique que Laurent et elle sont partis chez le médecin. Jean-Guillaume Lemintier, avocat de la défense. Chez le médecin généraliste qui suit depuis des années Laurent Tarlevé pour le renouvellement de son traitement. De retour à la maison, Laurent a prévu une surprise pour Sonia. La journée se présentait alors sous les meilleurs auspices. Et il va acheter une bouteille de mousseux, de rosé mousseux, parce qu'il dit j'ai un truc à fêter en fait. Et effectivement, ce jour-là, un peu excité, on est le 13 février, il dit écoute, ce qu'on va se faire, on va se faire une Saint-Valentin en avance. En fait, ils étaient partis pour passer un moment d'intimité ensemble, un moment entre amoureux, les yeux dans les yeux, une Saint-Valentin un peu inoubliable. Devant l'enquêteur, Sonia raconte une soirée qui s'annonce très romantique. Ce 13 février, Laurent vient de recevoir son cadeau pour elle et il ne résiste pas à l'envie de lui offrir tout de suite. Il est 19h. Le couple trinque à son amour. Ils boivent un verre, puis un deuxième, lui prend 2 verres de rosé et il se met sur son ordinateur. Et elle précise que très rapidement, il s'est endormi un petit peu sur son ordinateur et puis elle comprend qu'il est en train de faire un malaise. Mégane Lépinet, avocat des parties civiles. Parce que il a un peu régurgité, un peu vomi, elle ne sait pas trop. Il a pris ses médicaments et qu'elle ne sait pas combien il en a pris. Et comme il commence à perdre conscience, elle appelle les secours. Ils fêtaient leur première Saint-Valentin
Mais la soirée se transforme en cauchemar. Après tout juste 1 an d'idylle, Sonia voit l'homme qu'elle aime mourir dans ses bras. À l'issue de son audition, elle est bouleversée et elle ignore ce qui a pu emporter Laurent si brutalement. Selon elle, rien ne laissait présager un tel drame. Une semaine après la mort de Laurent, le rapport d'autopsie arrive sur les bureaux de la gendarmerie. L'autopsie va révéler que Laurent Tarlevé est décédé d'une intoxication aux médicaments, anxiolytiques et antidépresseurs, dans une dose que le médecin légiste va déterminer comme étant suprathérapeutique, à savoir toxique. L'analyse toxicologique révèle que Laurent prenait un traitement pour soigner une dépression depuis plusieurs années. Des antidépresseurs, des anxiolytiques et des antidouleurs puissants. D'ailleurs, son médecin venait de lui renouveler son ordonnance le jour même de son décès. Mais, selon les analyses, Laurent aurait pris plusieurs fois la dose. C'est la surdose de médicaments et de la prise de l'alcool avec qui a engendré le décès de Laurent Tarlevé. Un mauvais cocktail qui lui aurait été fatal. Le médecin légiste est formel. En revanche, il lui est impossible de déterminer les raisons de cette overdose, car plusieurs scénarios sont envisageables. À quoi est due cette surdose médicamenteuse? C'est-à-dire que est-ce que c'est une mauvaise utilisation du médicament? Est-ce que c'est un suicide? Ou est-ce que c'est un meurtre? Accident, suicide ou meurtre? 3 pistes sur lesquelles les enquêteurs vont devoir travailler en parallèle. Et avec les boîtes de médicaments retrouvées sur place, l'hypothèse de départ, c'est la surdose de cachet prise de manière accidentelle. Mais qu'est-il arrivé à Laurent pour suivre un traitement aussi lourd? Pour le savoir, les gendarmes interrogent de nouveau ses proches. Et ils vont découvrir qu'un terrible accident a failli lui coûter la vie quelques années plus tôt. C'est en 2008 qu'il va y avoir une vraie bascule. Jean Dorido, expert psychologue. Un matin, il part au travail et de façon assez inexpliquée, il perd le contrôle de son auto qui fait des tonneaux. C'est un grave accident de voiture. Et donc sa tête a heurté à plusieurs reprises donc l'habitacle et il s'est retrouvé avec une fracture du crâne. Jérôme Tarlevé, frère de Laurent. Et au fur et à mesure des mois qui sont passés, je me souviens que Laurent se plaignait de plus en plus de maux de tête importants, de difficultés à se déplacer, de douleurs chroniques, que ce soit à la tête, aux genoux. C'est précisément ce qui a déclenché ce traitement aux opioïdes, parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps mal, Laurent, en réalité. C'est une personnalité douloureuse, en réalité. Dès qu'on voit du tramadol, des composés morphiniques comme ça, assez puissants, on sait très bien que derrière, il y a une habitude. C'est une drogue. Laurent se serait donc retrouvé prisonnier d'une spirale infernale où, pour calmer ses douleurs, il aurait consommé toujours plus de médicaments, jusqu'à la surdose mortelle. Sauf que pour les gendarmes, dans ce scénario, un détail cloche. Lors de leur première constatation, ils ont fait une étonnante découverte, une boîte neuve d'antidépresseurs entièrement vide. Et si, en fait, Laurent avait pris tous les cachets d'un seul coup? Et si, finalement, Laurent s'était suicidé? Donc, où sont ces 20 cachets d'antidépresseurs? Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que 20 cachets d'antidépresseurs d'un coup, on peut imaginer que ça pourrait correspondre à une volonté de mettre fin à ses jours. Donc c'est une hypothèse qui est très prégnante quand on arrive, parce que effectivement, lui était dans le canapé, on a retrouvé quelques cachets de Laroxyl à côté de lui, qu'il a dû recracher. Ça signifie qu'il est pas bien, qu'il a un mal-être. Depuis son divorce et son accident de voiture, Laurent avait perdu famille et travail. Et les douleurs allaient crescendo. Pour les enquêteurs, la piste du suicide est de plus en plus crédible.
D'autant que son frère va leur raconter qu'à l'adolescence, Laurent a traversé une mauvaise passe et à 17 ans, il avait déjà tenté de se suicider. Je suis rentré dans sa chambre et j'avais envie de l'embêter et j'ai sauté sur le lit et Laurent ne répondait pas. De l'autre côté du lit, je me suis aperçu que il y avait des médicaments et du vomi. Et donc là, à ce moment-là, je l'ai pris, je l'ai ramené à la baignoire, je lui ai mis la tête sous l'eau pour le réveiller. J'ai cherché à le faire vomir encore plus, et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai mis de l'eau froide sur la tête pour essayer de retrouver un semblant de conscience, ouais. Est-ce que, à un moment donné, ces vieux démons ne seraient pas revenus jusqu'à le pousser ouvertement à mettre fin à ses jours, quoi? Pour le savoir, les gendarmes examinent le téléphone de Laurent à la recherche d'indices qui pourraient venir confirmer l'hypothèse du suicide. Ce qu'ils découvrent, ce sont des messages envoyés à ses proches et à son meilleur ami, Dominique, vers 20h30, juste avant l'arrivée des pompiers. Leur contenu laisse peu de place au doute. La téléphonie de Laurent Tarlevé a révélé que le soir des faits, le 13, celui-ci a envoyé un message à sa fille, incompréhensible. Jean-Guillaume Lemintier, avocat de la défense. Un message également à Sonia Christie, dans lequel il lui met « je t'aime ». Il envoie un autre SMS à Dominique, l'ami du couple, en lui disant « prends soin d'elle ». Prends soin d'elle, ça peut faire message posthume, ça peut résonner comme un adieu quelque part. Pour les gendarmes, avec ces messages et ses antécédents suicidaires, ils en sont maintenant convaincus, Laurent a mis fin à ses jours. Sa mort ne serait donc pas mystérieuse. Mais avant de clore leur enquête, ils décident d'entendre un dernier témoin, son médecin traitant. Et la réponse de celui-ci va faire basculer l'affaire. Celui qui n'y croit pas du tout, en fait, c'est le médecin traitant, parce que ça fait déjà 7 ans que Laurent est son patient. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il le connaît, il dit effectivement c'est quelqu'un qui peut parfois être abattu, etc. Mais moi, je ne le connais pas suicidaire. Ça n'est pas possible. Le médecin est catégorique. Pour lui, Laurent ne s'est pas suicidé. Alors les enquêteurs interrogent de nouveau les proches. Ils auraient pu déceler des signes avant-coureurs. Mais eux aussi sont catégoriques. Je dis non. Daniel Tarlevé, père de Laurent. Pas Laurent, dans les configurations du moment, n'était pas suicidaire. Le suicide me paraissait impensable parce que Laurent, je ne l'avais pas vu aussi radieux. Bien souvent, il me donnait l'image d'une personne assez sombre. Et là, d'un seul coup, il reprenait goût à la vie, il voulait sortir, il avait des projets communs. Les enquêteurs découvrent que Laurent était à 1000 lieues d'avoir des idées noires. Et cela pour une excellente raison. Il était sur le point de se marier avec Sonia. On est en février et il devait se marier le 5 août suivant. Donc en fait, il était au contraire extrêmement porté par ce projet et le fait de refonder très officiellement un couple à la mairie. Et d'ailleurs, les bans avaient été publiés. Et lui-même avait déjà choisi ses témoins, qui étaient donc son frère et son nouveau meilleur ami, Dominique. Il avait envie de croquer la vie et là, on était vraiment sur une phase où Laurent tout s'arrangeait. Tout le monde nage dans le bonheur et donc pourquoi vouloir mettre fin à ces jours alors que il y a la promesse de ces lendemains qui chantent. Pour la famille comme pour le médecin, Laurent n'avait a priori aucune raison de se donner la mort. Et l'hypothèse d'un mauvais mélange de médicaments paraît peu probable, car Laurent maîtrisait la posologie de son traitement depuis des années. Alors les enquêteurs sont dans le flou, au point qu'ils pensent même à classer l'affaire. Mais un événement va bientôt semer le doute au sein de la famille et orienter l'enquête dans une nouvelle direction. 2 semaines après la mort de Laurent, c'est l'heure de l'enterrement. Un moment d'autant plus douloureux que les proches ignorent toujours les causes de son décès. Mais lors de la célébration, le comportement de Sonia Christie va attirer leur attention. Dans la chambre funéraire, en fait, tout était calme. Et là est arrivée Madame Christie, et donc on l'a accueillie chaleureusement.
Elle a ouvert la porte, elle a vu Laurent donc sur son lit mortuaire. Et là, c'est parti en hystérie. Elle s'est mise à crier. Elle s'est effondrée en pleurs. Elle s'est jetée, mais vraiment jetée sur le corps de Laurent, mais de manière excessive. Elle s'est jetée carrément sur le corps. Carrément sur le corps, mon doudou, tout ça. Elle voulait l'embrasser, s'enlacer. Et là, elle a surjoué La Veuve et Pleurée. Mais elle l'a tellement surjoué que ça en devenait grotesque. J'ai dit, alors stop là. Je l'ai pris par 2 reprises pour la retirer Et j'ai dit, mais attendez, là ça va trop loin. C'était pas ça. Le père de Laurent est persuadé que Sonia joue la comédie. Selon lui, elle leur cache quelque chose, au point qu'il appelle les gendarmes et leur signale son comportement troublant. Il me dit, je souhaiterais être entendu parce qu'il y a des choses qui me chagrinent aux obsèques de Laurent. Le comportement de Sonia Christie a été déplacé. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Elle n'était pas anodine au décès de Laurent et en aucun cas il fallait que l'enquête s'arrête comme ça. Les gendarmes se disent qu'il faut reprendre l'enquête depuis le début. Les pompiers avaient déjà pointé du doigt l'attitude troublante de Sonia, qui ne leur avait pas ouvert la porte pendant plus de 10 minutes. Ils décident d'interroger le médecin du SAMU pour savoir si elle aussi a remarqué chez Sonia un comportement bizarre. Ce qui va surprendre la médecin-chef du SAMU, c'est plusieurs choses. Jean Dorido, expert psychologue. D'abord, elle explique qu'elle connaît les gestes, qu'elle a fait des études d'infirmière. Rien dans son vocabulaire ne vient confirmer ses propos. Clairement, non, elle ne connaît pas. Sonia a l'air de mentir, ou en tout cas d'être incohérente, de raconter n'importe quoi. Ça fait aussi écho au fait qu'elle a fait un massage cardiaque à Laurent Tarlevé, alors que les pompiers le retrouvent en position assise, la tête de côté. On fait pas de massage cardiaque assis. On fait un massage cardiaque au sol, sur un plan dur. Tous ces témoignages de primo-intervenants et soignants, de surcroît, sèment le doute, effectivement. C'est pas très, très clair, quoi. Le massage cardiaque, son métier d'infirmière, les secouristes sont unanimes, ils n'y croient pas. Et si la compagne de Laurent mentait depuis le début? Alors, le major Michel se penche sur le parcours de Sonia pour essayer de démêler le vrai du faux. On ne trouve nullement de formation d'infirmière, ni d'une quelconque formation d'aide-soignante. Elle a travaillé en tant qu'agent hospitalier, pour autant, elle a perdu son travail. Pour des questions de comportement, pour des questions de problématiques d'alcool. On est très très loin de sa formation d'infirmière. A posteriori, quand on voit qu'elle a bluffé tout le monde, qu'elle a menti à tout le monde, on se dit elle a une personnalité très curieuse, elle peut peut-être même être dangereuse. Les enquêteurs savent maintenant que Sonia ment. Mais jusqu'où est-elle capable d'aller? La Veuve et Pleurée est à présent dans le collimateur. Alors, les gendarmes se penchent sur la téléphonie de Sonia. Son portable a été saisi le soir du drame. Ils découvrent qu'au moment où Laurent envoie des messages d'adieu à tous ses proches, Sonia écrit un texto qui sème le trouble. Elle envoie un SMS à Dominique, un petit coucou pendant que Laurent dort. Lorsque les enquêteurs travaillent sur l'horodatage, notamment de ces messages, on s'aperçoit qu'ils ont pour la plupart été envoyés entre 20h et 20h30. Et c'est ce qui va effectivement intriguer les enquêteurs, puisque en parallèle, on a des SMS qui partent du téléphone de Laurent Tarlevé vers Dominique, vers Sonia Christie et vers sa fille, alors même qu'il est censé, à ce moment-là, être inconscient ou semi-conscient. C'est complètement incohérent. Nous sommes seulement 30 minutes avant l'arrivée des secours. Il est 20h et Sonia écrit noir sur blanc à leur ami Dominique que Laurent dort. Or, à cette heure-là, il était sans doute déjà à l'article de la mort.
Alors comment aurait-il pu rédiger et envoyer des SMS à plusieurs personnes au même moment? Pour les gendarmes, il ne peut s'agir que d'une mise en scène. Donc effectivement, il y a manipulation du téléphone, il y a une manipulation malveillante du téléphone à ce moment-là. Et très certainement de la part de la seule personne qui est présente, à savoir Sonia. Les enquêteurs en sont convaincus, Sonia aurait écrit les messages à la place de Laurent. Et cela dans un seul but, faire croire à un suicide pour dissimuler son crime. Mais il leur faut des preuves. Fort de ces nouveaux éléments, les gendarmes continuent d'étudier le téléphone de Sonia. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils font une découverte qui va faire basculer l'enquête et les orienter vers un suspect inattendu. Jusque-là, on pensait que c'était effectivement un couple fusionnel, on pensait qu'ils s'étaient trouvés, que voilà le mariage et tout. Et en fait, c'est en étudiant la téléphonie de Sonia qu'on va découvrir une autre vie. On va découvrir un tout autre pan de la vie de ce couple. On découvre le réel rôle du meilleur ami de la famille. On va dire que grosso modo, sur 1 an, Sonia a appelé Laurent ou a eu des échanges avec Laurent 440 fois. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais on va découvrir que en seulement 2 mois, l'ami de la famille, Dominique, lui, a eu 4884 échanges avec elle. 80 textos par jour. Quand vous prenez le temps de faire le calcul, même sur des longues journées de 16 heures, il faut quand même dormir, ça fait en moyenne 1 texto toutes les 12 minutes. En l'espace de 2 mois, Sonia échange 80 messages par jour avec l'ami de la famille, alors qu'avec Laurent, c'est à peine 2 appels quotidiens. La nature de leurs échanges ne laisse pas de place au doute. Sonia et Dominique sont amants. Et visiblement, ils se fréquentent depuis des mois. C'est une relation d'amour. C'est vraiment, c'est je t'aime mon bébé, c'est machin, mais c'est non-stop, quoi. Et ça fait l'effet d'une bombe pour les enquêteurs parce que on comprend que en fait Sonia a un amant régulier depuis des mois et qui est quasiment le meilleur ami de son compagnon. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et ça c'est vraiment le coup de théâtre, le point de bascule de toute cette histoire. Les enquêteurs se focalisent aussitôt sur ce nouveau protagoniste, qui est Dominique, l'amant de Sonia. Il est le meilleur ami du couple, celui qui devait même être leur témoin de mariage. C'est un homme d'une 40aine d'années. Mégane Lépinet, avocat des parties civiles. Qui est en cours de séparation, qui a des enfants et qui est soudeur. Alors, les enquêteurs vont essayer de savoir sur quelle période cette liaison a eu lieu, quand est-ce qu'elle a débuté. Jean-Guillaume Lemintier, avocat de la défense. Et la téléphonie leur renseigne que c'est à partir à peu près de décembre 2016 que Dominique et Sonia Christian ont entamé leur liaison. C'est en interrogeant discrètement les amis de Laurent et Sonia que les gendarmes découvrent comment cette liaison a débuté. Tout commence en décembre 2016, 2 mois avant la mort de Laurent. À ce moment-là, le couple traverse une mauvaise passe. Sonia se sent délaissée, au point d'envisager de refaire sa vie ailleurs. Sonia se remet sur les applications de rencontres et va tomber vers le 9-10 décembre 2016 sur un homme qui s'appelle Dominique, qui habite dans le même village et qui est quasiment un voisin. Ils vont se voir, ils vont consommer cette relation extra-conjugale et c'est véritablement le coup de foudre avec Dominique. Donc ça dure dans le secret, donc ils se voient de manière épisodique, un peu cachée. Au début, les 2 amants se voient dans le village pour des rendez-vous volés. Et puis, l'histoire s'emballe. Sonia et Dominique tombent éperdument amoureux. Elle va aller voir Laurent, elle va dire « Écoute, je te quitte, et parce que je vais aller m'installer avec l'autre, avec Dominique. » C'est une relation qui va être éphémère, dans la mesure où, finalement, Sonia Christie décide de revenir vers Laurent Tarlevé, qui, d'après elle, lui avait promis de changer, de faire des efforts,
C'est à cette occasion que Laurent Tarlevé l'aurait demandé en mariage. Laurent est tellement heureux de récupérer Sonia qu'il veut sceller leur engagement et lui passer la bague au doigt. Et il va même plus loin. Il insiste pour rencontrer l'amant de Sonia. Et Laurent trouve finalement ce Dominique extrêmement sympathique, au point d'en faire son nouveau meilleur ami. Laurent est persuadé que la liaison est bel et bien terminée et qu'il peut compter sur son nouvel ami Dominique. Mais il s'est trompé sur toute la ligne. Les enquêteurs découvrent que les deux amants n'ont jamais cessé de s'envoyer des messages d'amour, alors que Laurent leur faisait une confiance aveugle. Pour les gendarmes, ils sont face à un triangle amoureux très intrigant, avec un mobile possible qui se dessine. Et là, la thèse de l'empoisonnement prend toute son ampleur, avec une stratégie mise en place. Major Antoine Michel, commandant de brigade. Peut-être par le couple, pour se séparer de Laurent et éventuellement vivre leur parfait amour à l'issue, et que ça passe comme un petit suicide. Les enquêteurs, évidemment, voient un mobile. Triangle amoureux, mari gênant. Les gendarmes ont déjà un scénario en tête. Ce soir-là, Sonia aurait empoisonné Laurent pour vivre pleinement son amour avec Dominique. Mais à ce stade, impossible de le prouver. Alors, dans la plus grande discrétion, ils placent les deux amants sur écoute téléphonique et ils surveillent leurs moindres faits et gestes. Peu de temps après le décès de Laurent Tarlevé, Sonia Christie se met en couple avec Dominique au vu et au su de tout le monde, sans se cacher. Et alors ça, évidemment, pour les enquêteurs, on est très très loin de la veuve éplorée. Là, on est plutôt dans le cas de figure, comme on dit, de la veuve joyeuse. Sonia est maintenant la principale suspecte. Et les gendarmes se demandent, qui est-elle vraiment? Pourrait-elle avoir tout planifié? Ils convoquent son ex-mari, avec qui elle a eu 3 enfants. Il s'appelle Olivier, et il va leur faire une révélation. Cet homme va dresser le portrait de son ex-femme, et un portrait au vitriol. Et il va raconter un jour de 92. On est en janvier ou février 92 et il y a un repas de famille. Et Olivier a convié sa mère, donc la belle-mère. Tout se passe bien et à l'issue du repas, sa maman est prise d'un malaise. Elle est somnolente. Donc là, elle est prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital. Des analyses sont effectuées. Résultat, la belle-mère a été victime d'une surdose d'anxiolytiques. Problème, elle n'en a jamais consommé. Évidemment, les soupçons vont se porter sur une personne, c'est sur Sonia, qui, juste avant, avait préparé le yaourt de la belle-mère. Donc, ça commence à faire plus que beaucoup, et on se demande si on n'est pas face à une empoisonneuse en série, ou quelque chose comme ça. En tout cas, un personnage véritablement diabolique. À la gendarmerie, le témoignage de l'ex-mari fait l'effet d'une bombe. La veuve éplorée n'en est peut-être pas à son coup d'essai. Mais à l'époque, le lien entre Sonia et l'empoisonnement de sa belle-mère est difficile à établir. Il n'y aura finalement pas de poursuite judiciaire. Sauf que pour les gendarmes, le profil de Sonia est de plus en plus inquiétant. Les semaines passent et les soupçons subsistent. Mais toujours pas la moindre preuve pour inculper Sonia. Six mois plus tard, c'est une nouvelle analyse qui relance l'affaire. Les flûtes à champagne saisies le soir des faits ont été examinées et les résultats viennent confirmer les soupçons des enquêteurs. Dans la flûte de Laurent, il y a des cachets d'antidépresseurs Jean Dorido, expert psychologue. qui ont été dissous dans ce qui reste du fond du verre. Et là, on retrouve 4 molécules différentes, 4 médicaments différents qui font partie du traitement de Laurent Tarlevé. Et dans le fond de ce verre, on retrouve également un médicament fondu.
On sait que Laurent ne prenait pas ses médicaments écrasés, il les prenait en gélules comme des médicaments. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une main extérieure qui a pilé ces médicaments et donc qui aurait tenté de l'empoisonner, parce que c'est de ça dont il s'agit. La thèse du suicide est balayée depuis longtemps. Alors pour les enquêteurs, il n'y a plus qu'un scénario possible. Ils pensent qu'au moment de servir les flûtes à champagne, Sonia a dû écraser une dose massive de médicaments au fond du verre de Laurent. Une deuxième analyse vient d'ailleurs confirmer leurs soupçons. À l'arrivée des secours, 4 cachets visiblement recrachés par Laurent avaient été retrouvés sur le canapé. Une recherche ADN a été réalisée sur ces comprimés et le résultat est accablant pour Sonia. Et alors, sur 3 de ces cachets, sont retrouvées certes des traces d'ADN de Laurent, mais aussi des traces d'ADN de Sonia. Ça, déjà, c'est un premier mystère, parce que Laurent n'avait pas l'habitude de donner ses cachets à Sonia avant de les consommer. Et puis, ce qui est plus surprenant encore, c'est que sur le 4e cachet, alors là, il n'y a que l'ADN de Sonia Christie. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que, en fait, il n'est pas impossible que Sonia ait tenté, alors qu'il était déjà à moitié groggy, de lui faire ingurgiter au moins 3 cachets supplémentaires, mais le 4e cachet, lui, il n'y a pas d'ADN de Laurent. Donc forcément, tout désigne Sonia à ce moment-là. Pour les gendarmes qui enquêtent depuis des mois, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Sonia Christie a empoisonné Laurent. Selon eux, elle a tenté de maquiller son crime en faisant croire à un suicide. Mais si un certain nombre d'éléments sont confondants, notamment l'analyse ADN des médicaments, aucune preuve concrète ne permet de relier Sonia Christie au crime. Quant à l'éventuelle complicité de Dominique, elle reste difficile à établir. Alors, les enquêteurs misent tout sur des aveux. Le 8 juin 2018, après 16 mois d'investigation, les 2 amants sont arrêtés. Les gendarmes entendent d'abord Dominique, car ils ont un plan. Ils comptent lui mettre la pression afin qu'il dénonce Sonia. Et lorsqu'on lui pose la question, mais sur l'hypothèse de l'empoisonnement, lui il dit « moi je suis totalement étranger ». Jean-Guillaume Lemintier, avocat de la défense. Et quand on lui pose la question sur Sonia Christie, lui répond qu'il aurait des doutes parce qu'il a perçu tout de même une forme de fragilité psychologique chez Sonia Christie durant ces quelques mois de vie commune et vie affective. Mais lui clame son innocence le concernant. Pour les enquêteurs, Dominique est convaincant. Ils n'ont pas d'éléments à charge contre lui et il leur paraît sincère. Les écoutes téléphoniques ne l'incriminent pas. Effectivement, il le vit après avec Sonia Christie, mais jamais n'est évoqué le souvenir de Laurent Tarlevé comme quelque chose qui a été fomenté, préparé. Les charges s'effondrent un peu parce que en tout cas c'est pas le cerveau de l'opération. À l'issue de sa garde à vue, Dominique n'est finalement pas inquiété et il bénéficiera d'un non-lieu dans cette affaire. En revanche, face aux enquêteurs, il a exprimé ses doutes sur le comportement de Sonia. Ils sont convaincus qu'elle seule est à l'origine du meurtre de Laurent. Alors, ils vont devoir concentrer leurs efforts pour la faire craquer. À ce moment-là, l'enjeu est vraiment de taille parce que, comme on le sait, il n'y a pas d'éléments déterminants dans cette affaire. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Mais le juge a la cartouche, qu'on pourrait être la cartouche ultime, qui est en fait les 4 cachets. Sur la présence de son ADN sur les comprimés retrouvés sur le canapé, elle explique que c'est au moment où Laurent Tarlevé a vomi et régurgité les comprimés qu'il avait avalés et qu'elle l'aidait à ce moment-là, effectivement, à pouvoir se libérer et pouvoir le sauver. Elle n'a rien fait pour lui faire du mal. Sonia Christie est catégorique. Elle est innocente. Et elle en veut pour preuve que si son projet était d'empoisonner Laurent, elle n'aurait pas tenté de le sauver. Et surtout, elle aurait nettoyé la scène de crime.
Elle a quand même appelé les secours alors même que Laurent Tarlevé était toujours en vie. Elle n'a rien dissimulé. Si l'on parle d'un crime, d'une veuve noire qui aurait tout préparé, puisque c'est un peu le fantasme que on n'a pas une scène anarchique comme on l'a au moment où les enquêteurs et les pompiers interviennent sur les lieux. Elle laisse derrière elle, à ce moment-là, toutes les traces de son crime. Ça n'a strictement aucun sens en termes de stratégie criminelle et d'intelligence, quoi. Pourtant, à l'issue de son audition, le juge d'instruction décide de mettre en examen Sonia Christie. Elle n'a rien avoué, mais le faisceau d'indices lui paraît suffisant. Son comportement suspect à l'arrivée des pompiers, ses mensonges, ce doute qui plane autour des SMS de Laurent et les analyses ADN des cachets sont autant d'éléments qui ont forgé la conviction des enquêteurs. Quant au mobile du crime, il est clair pour les proches de la victime. La famille de Laurent Tarlevé pense que Sonia Christie ne savait pas comment faire pour quitter Laurent. Mégane Lépinay, avocat des parties civiles. Elle voulait être avec Dominique, elle ne savait pas comment le quitter, étant précisé qu'ils allaient se marier et que probablement elle se sentait piégée et que la seule solution qu'elle a trouvée, c'était d'empoisonner Laurent. Une version que l'avocat de Sonia Christie conteste fermement. Je ne partage pas la thèse de l'accusation. Sonia Christie s'est pas retrouvée dans une impasse, ou au moins lorsqu'elle s'est retrouvée dans une impasse, elle a su trouver des solutions alternatives, comme quitter Laurent Tarlevé au mois de décembre 2017 lorsqu'elle va retrouver Dominique Fleury. Donc pourquoi vouloir l'éliminer alors qu'elle a su le quitter quelques semaines auparavant, sans recourir effectivement à des tensions, à des conflits, à de la violence, et encore moins à un empoisonnement. Donc la thèse pour moi de l'accusation, elle reste tout de même fortement contestable. Sonia Christie l'affirme, elle n'a pas cherché à éliminer son futur mari. Au contraire, elle a même tenté de le sauver. Alors que s'est-il passé? La veuve dit-elle la vérité? Ce sera au juré de trancher. Jeudi 25 novembre 2021. 4 ans après la mort de Laurent, le procès de Sonia Christie s'ouvre à la cour d'assises de Laval. Et l'enjeu est de taille. D'un côté, la famille de Laurent est persuadée de sa culpabilité et espère des réponses. De l'autre, Sonia Christie clame son innocence. Elle doit convaincre les jurés, car elle risque la peine maximum, la perpétuité. Les débats commencent. Et l'avocat de la famille attaque fort. Il veut obtenir des aveux, et pour cela, il met l'accusé face à toutes ces incohérences. Elle n'explique pas pourquoi elle n'ouvre pas, elle n'explique pas pourquoi on retrouve son ADN sur les médicaments, elle n'explique pas pourquoi il y a tant de médicaments. Elle n'a pas d'explication. Tout de suite, elle partait de manière explosive et elle disait oui, bien puisque c'est comme ça, puisque vous me soupçonnez. Jérôme Tarlevé, frère de Laurent. Vous n'avez qu'à me laisser en prison. De toute manière, je suis nourri, logé, j'aurai rien à payer. Dans le box, Sonia crie à l'injustice et nie toute implication. Son avocat pointe les zones d'ombre de ce dossier. Aucune preuve formelle ne vient accabler sa cliente. Durant 1 heure de plaidoirie, j'ai expliqué à cette cour d'assises pourquoi j'estimais que cette femme devait être acquittée au bénéfice du doute, parce qu'il y avait des indices, mais des indices suffisants ou pas pour relier cette femme à ce crime, pour moi non. L'avocat de la défense s'adresse aux jurés en leur ramant conscience. On ne peut pas condamner Sonia Christie sur la base de forts soupçons. Le doute doit profiter à l'accusé. À l'issue des débats, l'avocat général réclame une peine de 20 ans d'emprisonnement. Et après seulement 3 heures de délibération, le verdict tombe. Et là, d'un seul coup,
je crois que c'était l'avocat général, annonce qu'elle prend 20 ans. 20 ans. Et ça paraît déjà énorme. Et là, pour nous, c'est un soulagement total parce que on est quasiment à la peine maximale. Pas de haine, pas de rancœur. La justice est passée. Daniel Tarlevé, père de Laurent. Le couperet est tombé. À elle d'assumer la justice des hommes. Sonia Christie, elle était impassible en fait à ce verdict. Je lui ai expliqué qu'elle avait le droit de faire appel. Et elle m'a dit non, je veux que ça s'arrête là maintenant. Chacun se fera son interprétation de cette réponse. Et donc voilà, j'ai respecté son choix et donc cette peine est aujourd'hui définitive. Sonia Christie est donc condamnée pour empoisonnement sur conjoint. À l'issue du verdict, elle est conduite au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. À la fin du procès, en fait, je me souviens, on a attendu que tout le monde parte. Il y avait du monde. On a attendu que tout le monde parte. Et quand tout le monde est parti, j'ai regardé la pièce vide et je me suis senti soulagé. Je me dis, ça y est, c'est terminé. Et on va enfin pouvoir faire une sépulture décente à Laurent, on va enfin pouvoir faire le deuil, on va enfin pouvoir... Même si on n'avait pas toutes les réponses, voilà, pour nous, c'est une évidence qu'elle l'a tué. Et ça nous a fait du bien. Et voilà, on était soulagés. La famille de Laurent Tarlevé peut maintenant tourner la page. Mais leurs questions restent en suspens, car les circonstances exactes de sa mort demeurent un mystère. C'est une enquête hors norme qui a tenu toute une région en haleine pendant 20 ans. 20 longues années avant que le coupable ne soit identifié grâce à un incroyable rebondissement. Tout commence à l'été 1994. Stéphane Dietrich a 24 ans et tout lui sourit. Il vient de finir des études brillantes et il s'apprête à prendre des vacances bien méritées. Mais son corps, à moitié dénudé, est retrouvé lardé de coups de couteau dans une forêt près de Belfort. Que s'est-il passé? Qui en voulait à cet étudiant modèle et discret? Les enquêteurs vont découvrir avec stupeur que depuis le départ, l'assassin était là, juste sous leurs yeux. Siège de la police judiciaire de Besançon, le 15 décembre 2015. Il est 10h lorsqu'un homme se présente à l'accueil du commissariat. Il semble nerveux et inquiet. Dès son arrivée, il est placé en garde à vue. Face à lui, 3 enquêteurs. Mais derrière la glace sans teint, c'est toute la brigade criminelle qui ne le quitte pas des yeux. Car cet homme est le suspect numéro 1 d'une mystérieuse affaire de meurtre. Un jeune étudiant massacré de 11 coups de couteau il y a plus de 20 ans. L'interrogatoire commence. Rapidement, l'homme est mis sous pression. Va-t-il enfin craquer et révéler son lourd secret? C'est l'épilogue d'une affaire hors norme qui aura tenu les enquêteurs en haleine pendant un quart de siècle. Tout commence au début de l'été 1994, à Belfort. C'est dans ce quartier résidentiel que vit la famille Dietrich. Paul est banquier et Rolande, son épouse, est femme au foyer. C'est ici qu'ils ont élevé leurs 2 garçons, Sylvain et Stéphane. La famille Dietrich, c'est une famille très unie. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. C'est vraiment des gens qui s'aiment beaucoup, qui passent beaucoup de temps ensemble. Je vois pas une soirée. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Ou un début de matinée où on s'embrasserait pas pour se dire bonsoir ou bonjour le matin. Il y a beaucoup d'amour. Sylvain est l'aîné. Il a 31 ans, il travaille à Paris. Stéphane, le cadet, a 24 ans. Et il est sur le point de prendre son envol lui aussi. Cet été-là, après être sorti major d'une grande école de commerce, il est de retour chez ses parents pour les vacances.
Et comme à chacune de ces visites, c'est toujours un immense bonheur de se retrouver en famille. Il n'avait pas pris de vacances depuis 2 ans et demi. Et là, il va partir en vacances, il est content, il est heureux. Des vacances bien méritées. Stéphane a d'ailleurs prévu de partir dans le sud de la France avec son meilleur ami Christophe. Alors, il profite de sa dernière journée en famille avant le départ. Le 4 juillet, la maman et Stéphane Dietrich jouent à un jeu de société, je crois que c'est des dames, et le téléphone sonne. Il reçoit un appel d'un de ses amis de l'époque qui le contacte. Est-ce que tu peux te libérer aux alentours de 22 heures et je voudrais te voir un petit moment. Mon frère qui ne doit pas sortir à ce moment-là, il dit à mes parents, je vais sortir, Christophe va passer. Comme prévu, le jeune homme l'attend en voiture devant la maison. Stéphane ne compte pas s'absenter longtemps. Pour preuve, il ne prend pas ses clés. En partant, Stéphane Dietrich a dit à sa maman, je m'en vais pour 15 minutes, une demi-heure grand maximum. Puis les minutes passent. Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich. Puis elle regarde l'heure, mais elle dit, mais ça fait plus de 20 minutes. Parce que Stéphane, 20 minutes, c'est 20 minutes. C'est quand même bizarre. Et la soirée commence à être longue. Les minutes, les heures s'écoulent. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et en fait, elle a toujours aucune nouvelle de son fils et elle a aucun moyen de le joindre. Ça n'est jamais arrivé. Donc elle est dévastée. Madame Dietrich passe une très mauvaise nuit. Au petit matin, elle se précipite dans la chambre de son fils et il n'est toujours pas rentré. Elle imagine le pire. Lui serait-il arrivé quelque chose ? Elle a d'abord commencé par appeler tous les hôpitaux de la région pour savoir si éventuellement il n'aurait pas un enfant qui ressemble au signalement de son fils. Elle appelle et elle n'a aucune réponse à ce niveau-là. Personne du nom de son fils n'a été enregistré dans les hôpitaux. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle son meilleur ami. Son meilleur ami, c'est qui ? C'est Christophe. Christophe Blard, qui est finalement la dernière personne à avoir eu un contact avec Stéphane. Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich. Et elle lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ?» Et ce que raconte à ce moment-là Christophe, c'est qu'il est bien venu chercher Stéphane, qu'ils sont allés se balader et qu'ensuite il a déposé Stéphane à sa demande à la fête foraine, une fête foraine qui est un petit peu à l'extérieur de Belfort, et que depuis le moment où il a laissé là, il n'a aucune nouvelle non plus. Stéphane aurait donc disparu à la fête foraine. Aussitôt, Rolande se rend au commissariat pour signaler sa disparition. À 10h15, elle est entendue par un fonctionnaire de police. Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. Et elle raconte effectivement que son fils, depuis 22h la veille au soir, n'est pas rentré à la maison et elle s'en inquiète. Il y a un policier qui lui dit « Mais madame, il a quel âge ?» Alors il dit « Il vient d'avoir 24 ans. » Alors il lui rit au nez en disant « Mais il est majeur, il est parti voir une copine ou il est parti s'amuser. » Et là, elle dit « Non, je crois que vous ne prenez pas vraiment conscience que mon fils me prévient toujours quand il s'absente. » Et pendant cette audition, Rolande, la maman de Stéphane, laisse un petit peu traîner ses oreilles ce jour-là au commissariat et elle surprend des bribes de conversation entre les policiers qui parlent de quelque chose d'assez inquiétant. La découverte d'un cadavre dans la région de Belfort. 2 heures plus tôt ce matin-là, à 7h30, la police reçoit un coup de fil anonyme. Un homme aurait découvert un corps. Il se trouverait dans un bosquet au Bois-Joli, tout près de Belfort. Une équipe se rend immédiatement sur place. En fait, c'est une scène d'horreur que découvrent les policiers de Belfort en débarquant à cet endroit parce que le corps porte de nombreuses traces de coups, visiblement portés à l'arme blanche. Donc on est quand même dans un bain de sang dans ce sous-bois. Pour les enquêteurs, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ils ont affaire à un meurtre. Aussitôt, ils gèlent la scène de crime
et procèdent aux premières constatations. Il s'agit d'un jeune homme entre 20 et 25 ans, frêle, pas très costaud, allongé, en position de chien de fusil. Et surtout, il constate que le corps est en partie dénudé, la chemise est légèrement remontée. Ce qui peut paraître étonnant également, c'est qu'il est en slip avec son short positionné à quelques mètres. Et sur les jambes, on retrouve une branche ensanglantée posée sur les jambes. Un corps lardé de coups de couteau, à moitié dévêtu. Les enquêteurs sont intrigués. On est dans un bois, il y a de nombreux détritus, il y a des marquages au sol de stationnement, on suppose un lieu de rencontre. Une rencontre amoureuse ou une bagarre qui aurait mal tourné ? À ce stade, toutes les hypothèses sont possibles. Les enquêteurs doivent maintenant identifier ce jeune homme. Or, il n'a pas de pièce d'identité sur lui. Et un individu retrouvé assassiné, c'est rare dans la région. Au commissariat où Madame Dietrich vient d'arriver, les policiers ne parlent que de cette découverte macabre. Et là, cette maman, elle a comme un sixième sens. Elle sent très vite que peut-être, cette histoire de cadavre découvert pourrait être mise en relation avec la disparition brutale et inexpliquée de son fils la veille au soir. Alors, elle interroge les enquêteurs pour savoir comment était habillé l'homme retrouvé le matin même au Bois-Joli. Les réponses qu'elle obtient lui glacent le sang. Pour en avoir le cœur net, Roland est conduite à la morgue. La mère de famille est terrorisée à l'idée qu'il puisse s'agir de son fils. Donc, elle appelle son mari, qui vient la rejoindre au commissariat, et ils doivent reconnaître le corps. Il y a une image assez terrible, puisqu'il est dans une housse en plastique, avec une fermeture éclair. On ouvre la fermeture éclair. Et elle découvre le corps de son fils. Roland et Paul sont anéantis. C'est bien Stéphane, mort dans des conditions effroyables. Un ami de la famille, Yves, est présent à leur côté pour affronter cette terrible épreuve. Ah, j'en garde un sacré souvenir, parce que quand on était à la morgue, elle m'a montré où les coups de couteau les plus hauts. De le voir allongé dans le cercueil, ça te retourne. Hein. Yves Poirier, ami de la famille Dietrich. C'est vraiment ce qu'il disait, qui c'est qui a pu faire du mal à mon gosse comme ça? C'est pas possible. Mon pauvre petit, elle lui caressait le front, tout. Les parents de Stéphane doivent maintenant annoncer à leur fils aîné la mort de son petit frère dont il est si proche. Sylvain vit à Paris et ils n'ont pas le courage de le prévenir par téléphone. Alors, Roland demande à un ami de le faire. C'est en rentrant à mon bureau que j'écoute mes messages, et le message de Madame Dietrich me dit « Henri, ils ont tué mon petit ». C'est tout ce que j'entends. Donc j'appelle Madame Dietrich, qui était en pleurs, et qui me dit « Henri, Stéphane est mort. Je ne peux pas prévenir Sylvain. Je vous demande de le faire. Vous-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Donc j'ai appelé une amie proche de Sylvain, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on lui annonce la terrible nouvelle, quoi. Ils me disent, écoute, il est arrivé quelque chose de grave à Belfort. Ton frère, à la fête foraine, il y a peut-être eu une bataille, une bagarre. Moi, je dis, il est à l'hôpital, il est blessé. Non, Stéphane n'est pas à l'hôpital. C'est fini, Sylvain. Il a été assassiné. Quand je réalise ce qui est arrivé avec l'assassinat, toute une vie, toute une famille, tout le monde, tout bascule. Et c'est horrible, c'est horrible. Sylvain est sous le choc, mais il n'a plus qu'une idée en tête. Comprendre ce qui a bien pu arriver à son frère Stéphane cette nuit-là. Pour la police de Belfort, c'est une incroyable enquête qui commence. Elle va leur réserver de nombreuses surprises et surtout, il faudra des années d'investigation avant qu'ils ne puissent résoudre cette affaire hors norme. Dès le départ, les policiers se plongent dans la vie de la victime à la recherche d'un indice qui pourrait les mettre sur une piste. À entendre la famille et ses proches, Stéphane était apprécié de tous. Stéphane, il fait 1m70.
Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich. Très fin, beau garçon, toujours bien habillé. Il aime bien rigoler. Il est aussi très prévenant auprès de mes parents. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Auprès de moi-même. C'est une belle personne et il le fait vraiment par plaisir. Il est heureux de rendre heureux les autres. Moi, j'avais un frère en or. Stéphane serait donc un jeune homme sans histoire. Mais ce portrait un peu trop lisse interpelle les enquêteurs. Et ils s'interrogent. Pourquoi s'est-il rendu cette nuit-là dans ce bois ? Stéphane ne cacherait-il pas une vie secrète qui pourrait expliquer sa rencontre fatale ? Alors ils poussent un peu plus loin leurs investigations. Stéphane Dietrich, c'est vraiment tout le contraire de la racaille. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. C'est quelqu'un qui est bien intégré, ne gravite pas du tout dans des milieux où il pourrait connaître des problèmes, quels qu'ils soient, que ce soit d'argent, de drogue ou autre. Et Stéphane buvait très modérément. Son plaisir à lui, c'était d'apprendre, et toujours d'apprendre. Stéphane Dietrich est un étudiant qui est inscrit en école de commerce. Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. Il finira d'ailleurs major de cette école de commerce en 1994, quelques jours justement avant son décès. Stéphane, c'est quelqu'un qui, de par sa réussite, aurait pu susciter quelques jalousies. Mais de là à qu'une personne puisse lui arracher la vie, c'est inconcevable. Au cours des auditions, la police découvre un jeune homme sérieux à qui tout réussit. Et rien dans sa vie ne permet d'établir un lien avec le crime. On ne lui connaît aucun ennemi. Alors, elle espère en apprendre davantage en interrogeant son meilleur ami, Christophe. Ils partagent tout depuis le lycée, ils ont passé la soirée ensemble avant sa mort et ils devaient partir tous les deux en vacances. Christophe, évidemment, il est dans tous ses états. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Stéphane, c'est son ami d'enfance, c'est son meilleur copain, et donc on peut imaginer son désarroi, sa peine. Et voici comment Christophe décrit la soirée qui a précédé le drame. Comme convenu au téléphone avec Stéphane, il est venu, dit-il, le chercher en voiture à 22h pour finaliser les derniers préparatifs de leurs vacances. Christophe Blain dépose Stéphane Dietrich devant une agence bancaire où a lieu un retrait de 500 francs. Ensuite, il va expliquer qu'il a déposé à la demande de Stéphane Dietrich Julien Damy-Lecoz, avocat de la défense. Celui-ci, proche de la fête foraine au Foratry, parce qu'il a des choses à faire. Stéphane Dietrich n'est pas plus précis que ça. Christophe lui demande s'il doit rester l'attendre, et là, Stéphane lui a répondu que c'était pas la peine, qu'il se débrouillerait. Les deux amis se donnent rendez-vous le lendemain matin. Christophe part de son côté et dort à l'appartement de sa petite amie qui est en vacances. Le lendemain, il a procédé à la vidange de son véhicule parce qu'ils avaient prévu de partir dans le sud de la France, donc il y a quand même quelques kilomètres. Donc effectivement, les collègues, forts de ces informations, donc, font les vérifications d'usage. Tous les éléments fournis par Christophe Blain sont réels. Face aux enquêteurs, Christophe ne peut rien dire de plus. Il est surtout dévasté par la mort tragique de son ami, et il s'en veut de l'avoir laissé ce soir-là. Stéphane a été retrouvé sauvagement assassiné. Qui a bien pu commettre ce crime effroyable ? Et Stéphane connaissait-il son agresseur ? Lors de son audition, Christophe a livré une information capitale. Il aurait déposé Stéphane à la fête foraine. C'est le point de départ de toute l'enquête. Cette histoire de fête foraine intrigue au plus haut point les policiers parce que c'est là où il disparaît, c'est là où on n'a plus de nouvelles de Stéphane jusqu'à la découverte le lendemain de son corps à l'extérieur de la ville. Et c'est ainsi que les enquêteurs de l'époque se rendent à la fête foraine du Foratry le jour même et essaient d'obtenir des témoignages des forains présents. Pour essayer de voir si quelqu'un a vu Stéphane Dietrich. Donc ils ont sa photo avec eux et ils l'emmènent, ils le présentent à tous les forains.
Manège après manège, les policiers montrent la photo de Stéphane. Mais ils se heurtent à un problème de taille. La communauté des forains est un monde à part, et les langues ne se délient pas facilement. Les policiers de Belfort vont essayer d'enquêter discrètement dans ce milieu des forains, où la loi du silence parfois règne en maître, où il y a des clans, où il y a des choses un petit peu parfois inavouables. Mais les proches de Stéphane prennent aussi les choses en main et mènent leur propre enquête. De mon côté, je me rends aussi sur la fête foraine et je leur montre la photo. Je dis, vous êtes très famille. Vous pouvez comprendre par rapport à un frère qu'on attend de savoir si vous l'avez vu. Dites-nous si vous savez quelque chose. Et personne ne l'a vu. Les policiers ne sont pas plus avancés. Mais le jour même de leur visite à la fête foraine, un premier élément donne de l'épaisseur à cette piste. Un témoin anonyme appelle en effet le commissariat de Belfort et fait une révélation fracassante. Et là, coup de théâtre, il y a une femme qui raconte qu'elle a vu deux forains, deux figures du milieu des manouches du secteur, jouer du couteau, un peu alcoolisé visiblement, et après elle aurait entendu dans la nuit un cri déchirant, un cri horrible. Et elle pense qu'on a tué mon frère et que c'était suite à une rixe entre deux forains. À ce moment-là, pour la police, tout concorde. On a deux forains qui jouent avec un couteau, on a une foraine qui dit avoir entendu des cris, on a une victime, Stéphane Dietrich, qui a été déposée à la fête foraine, tout concorde. Pour les enquêteurs, Stéphane Dietrich aurait pu être mêlé à une bagarre avec ces deux forains. Alors ils veulent à tout prix entendre cette femme et la convoquent pour l'interroger. Elle explique avoir souhaité garder l'anonymat par peur des représailles. Mais face aux policiers, elle raconte tout. Elle parlait de deux forains dans son appel anonyme, et là elle va aller un petit peu plus loin encore en livrant les noms de ces deux forains. Et donc, parmi ces deux forains décrits par ce témoin, il y en a un qui intéresse tout particulièrement les policiers. C'est un type d'une certaine carrure qui est assez connu dans le milieu des forains, connu pour être ce qu'on appelle une grande gueule. Il se vante régulièrement, toujours dans les soirées alcoolisées, d'être l'auteur du meurtre. Pour la police, c'est sûr, ils ont quelqu'un qui est susceptible d'avoir tué Stéphane Dietrich. À partir de là, l'enquête s'accélère. L'homme a un profil qui pourrait correspondre au tueur. Réputé bagarreur, il a un couteau. Quant au mobile, ce serait l'argent. L'argent que Stéphane a retiré le soir de sa mort et qui n'a pas été retrouvé. Peut-être effectivement, mauvaise rencontre, quelqu'un qui aurait agressé. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Est-ce qu'ils ont été suivis ? Donc la piste de l'agression crapuleuse pourrait tenir. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un meurtre où, essayant peut-être de défendre son billet de 500 francs, Stéphane aurait été sauvagement assassiné et abandonné dans les sous-bois. Les policiers veulent mettre la main sur le suspect, mais l'enquête se corse. Comme souvent chez les forains, il va d'une fête à l'autre et il a déjà quitté la région. En élargissant les recherches, il retrouve sa trace. Mais lorsqu'il le localise enfin, c'est la douche froide. Les policiers vont identifier ce forain et donc ils vont se rendre dans la famille de ce forain. Et là, c'est la surprise. Au moment de cette identification, le forain s'est suicidé. Donc effectivement, les enquêteurs sont troublés. Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. Ça laisse à penser que peut-être il avait quelque chose à se reprocher qui a conduit au suicide. L'enquête prend un tour nouveau. Ce forain aurait-il été pris de remords suite à ce terrible drame ? C'est en tout cas ce que semble prouver un indice retrouvé chez leur suspect. Ce forain a laissé une lettre. « Je lègue mes biens à mon frère et à ma sœur. Désolé pour ma dernière grande connerie. » Et dans ce petit mot, il y a évidemment un mot qui résonne plus que les autres dans l'esprit des enquêteurs, c'est la dernière grande connerie.
Que faut-il entendre par « dernière grande connerie » ? Le meurtre de Stéphane ? Cette lettre d'adieu pourrait faire office d'aveu, et elle conforte l'hypothèse d'une agression qui aurait mal tourné entre la victime et ce forain. Mais les policiers ne se contentent pas de cette version. La femme a désigné un deuxième suspect, le seul à pouvoir confirmer leurs soupçons. Les collègues vont s'acharner, c'est-à-dire qu'ils vont pas en rester là, ils vont vouloir entendre effectivement ce fameux camarade de manège. Il est entendu. Lui nie toute implication, mais il reconnaît que la personne qui s'est suicidée s'est vantée à plusieurs reprises d'avoir tué le gadjo. Voilà. Un gadjo dans l'argot manouche, c'est-à-dire un mec, un gars. Mais est-ce réellement de Stéphane dont il parlait ? Sans preuve matérielle pour étayer cette piste, difficile de l'affirmer. D'autant que le principal suspect a emporté son secret dans la tombe. On reste dans l'incertitude de l'hypothèse d'un auteur forain, auteur du meurtre donc de Stéphane Dietrich. Ça reste quelque chose d'irrésolu. Ça reste une énigme encore totale. 2 semaines après le début de l'enquête, les policiers sont dans l'impasse. Alors, ils espèrent que l'autopsie leur permettra d'en apprendre davantage sur les circonstances de la mort de Stéphane. Et les résultats sont saisissants. En fait, ce qui interpelle les enquêteurs, c'est l'extrême violence du crime. Stéphane Dietrich est mort suite à 11 coups de couteau, dont certains sont mortels. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Vise la région du cœur, avec une lame qui a créé une plaie d'une profondeur de 16 cm. Stéphane a été visé en plein cœur et la profondeur des plaies ne laisse pas de place au doute. Il a fait face à un meurtrier déterminé et bien décidé à l'éliminer. Et ça n'est pas tout. L'autre élément important, c'est le fait qu'il n'a pas de trace de défense. Comme il n'a pas de trace de défense, soit il connaissait son agresseur, soit il a été surpris par les premiers coups de couteau. Le fait de ne pas trouver de marque de défense laisse supposer qu'effectivement, la victime était en confiance. Stéphane aurait donc été agressé par surprise. Peut-être même connaissait-il son meurtrier. La thèse de la rixe qui aurait mal tourné dans le milieu des forains n'est plus la seule piste plausible. Mais alors, le véritable assassin serait-il toujours dans la nature ? Nous sommes mi-juillet, 10 jours après la mort de Stéphane. La famille vit un nouvel épisode éprouvant, l'enterrement. Un moment particulièrement difficile, car son meurtre reste un mystère. Pour tous ses proches, le deuil est impossible tant que la police n'aura pas interpellé son meurtrier. Je pleurais et j'étais bouleversée. Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est dur, hein, c'est très très dur. Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich. Et Stéphane, c'était le début de sa vie quand même. On pouvait vraiment imaginer une belle vie pour ce jeune homme, vraiment. L'église Saint-Joseph où les obsèques se déroulent est pleine à craquer. Sylvain Dietrich, frère de la victime. C'est très émouvant de voir d'être soutenu parce que ça veut dire que grande partie de Belfort est là. Et en même temps, il y a tellement de monde que de l'église jusqu'au cimetière, il y a une marche qui est faite derrière le cercueil de mon frère. Les policiers ne s'en doutent pas un instant, mais parmi cette foule immense se trouve en fait l'assassin de Stéphane. Le lendemain de l'enterrement, l'enquête connaît un véritable rebondissement. Un témoin inattendu se présente au commissariat et il a une révélation à faire. Il ne connaît pas la victime, dit-il. Il s'est rendu à la cérémonie pour manifester son soutien à la famille. Mais là, il a été choqué par la présence d'un homme bien connu du milieu homosexuel de Belfort. Il dit qu'il fréquente les milieux homosexuels et lors de l'enterrement, il a aperçu une personne à la réputation sulfureuse
Quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller tout en cuir et qui aurait, d'après lui, la réputation de jouer avec un couteau pendant ses ébats sexuels. Ce témoin va encore plus loin dans sa déclaration. D'après lui, certains bruits circulent au sein de la communauté homosexuelle de Belfort et il pense détenir une information capitale qui pourrait tout changer. Qu'est-ce qu'il va dire, ce témoin? C'est que lui-même, appartenant à la petite communauté gay de Belfort, assez discrète, va raconter que Stéphane lui-même appartenait à cette communauté. Pour les enquêteurs, cette révélation donne une nouvelle direction à l'enquête. Stéphane serait-il homosexuel? Aurait-il mené une vie secrète qui l'aurait amené à croiser cet homme à la réputation sulfureuse? Les policiers commencent à l'envisager. Dès le départ, ils ont été intrigués car le corps de la victime était en partie dénudé et le lieu de la scène de crime leur paraît tout aussi troublant. Il y a quand même quelque chose qui interpelle les enquêteurs depuis le début, c'est l'endroit où on a découvert le corps. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est un endroit qui s'appelle le Bois Joli. Le Bois Joli est un endroit qui est réputé des Belfortins pour être un lieu de rencontre homosexuel, à l'atmosphère assez hard. On est plutôt dans le cuir sadomasochiste. Ce nouveau témoignage pourrait venir confirmer les premières suppositions de la police judiciaire. Et une hypothèse prend forme concernant la nuit du drame. Le scénario le plus plausible à ce stade-là, c'est que Stéphane se soit rendu discrètement dans ce lieu de rencontre au Bois Joli et fait la rencontre de ce fameux personnage qui avait tendance à jouer du couteau lors de séances sexuelles un petit peu extrêmes et qui a eu après une agression très violente au couteau et qu'on ait retrouvé le lendemain le corps de Stéphane à moitié dévêtu dans ce lieu de rencontre. Cet homme qui menace d'un couteau ses partenaires lors de jeux sexuels est un suspect potentiel. Mais il est très discret et il ne dévoile jamais son nom. Alors les enquêteurs misent tout sur sa réputation dans le milieu gay. Il est certainement connu dans la région. Quelqu'un l'a sans doute déjà croisé et pourrait l'identifier. Pour étayer cette hypothèse, les enquêteurs se penchent sur la vie sexuelle de Stéphane, peut-être la clé de cette énigme. La police va vérifier si éventuellement Stéphane Dietrich n'a pas une vie cachée, une vie où il fréquente la vie nocturne, la vie homosexuelle. Donc on va explorer cette piste en essayant de retrouver des membres de la communauté homosexuelle pour les interroger, pour leur demander s'ils connaissent Stéphane Dietrich. Les policiers vont prendre une photo de Stéphane et de Besançon à Belfort, en sillonnant l'Alsace et autres, ils vont faire une démarche auprès de tous les clubs gays, mais aussi libertins. Personne n'a vu ce jeune homme. Mais les enquêteurs ont des doutes, car à l'époque, le milieu homosexuel est difficile à infiltrer et les confidences sont rares. On est quand même en 1994, crier sur les toits à Belfort que vous êtes homosexuel peut vous attirer des remontrances, des regards. On est dans une petite ville vraiment de province et les policiers ont un petit peu de mal à avancer dans leur enquête dans ce milieu parce que on est un petit peu en eau trouble, on reconnaît des choses sans le reconnaître. En fait, tout ça est quand même assez flou. Puis viennent des témoignages. Émilie Pou, journaliste à France Bleu Belfort. Qui disent que Stéphane Dietrich était peut-être homosexuel. Beaucoup de gens sont interrogés. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Qui pensent avoir vu Stéphane Dietrich dans des soirées homosexuelles, mais visiblement, on n'en est pas sûr. Donc, ça tourne vraiment à la rumeur. Des bruits circulent, mais rien de concret. Alors les enquêteurs veulent en avoir le cœur net, et ils questionnent les proches de la victime. Pour moi, Stéphane, il n'est pas gay. La police ne comprend pas qu'un jeune qui vient d'avoir 24 ans, pour eux, en quelque sorte, il aurait dû être marié, avoir des enfants, une vie stable et tout. Non, il ne fonctionnait pas comme ça, Stéphane. C'était quelqu'un qui était quand même, dans un premier temps, plutôt tracassé sur la réussite de ses études que vraiment se réaliser sentimentalement tout de suite. Il n'y avait pas au sein de cette famille Claire Doublier, avocate des parties civiles. un tabou de l'homosexualité. Si Stéphane
avait eu une relation amoureuse, forcément il l'aurait su. En parallèle, les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour mettre la main sur cet éventuel suspect aux pratiques sexuelles extrêmes. Mais encore une fois, c'est l'échec. En fait, c'est un peu l'homme qui a vu l'ours. En fait, cet homme-là, on en a entendu parler, mais finalement, personne n'est en mesure de l'identifier. Et rien, absolument rien, Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. n'amène à identifier l'auteur de ce crime. Absolument rien. La police ne le retrouvera jamais. Après des mois d'enquête dans le milieu forain, puis au sein de la communauté homosexuelle de Belfort, les pistes restent en suspens. Les mois défilent et rien ne se passe. Puis, les années s'écoulent et l'espoir s'amenuise. Le meurtre de Stéphane demeure un mystère. En 2001, 7 ans après la mort de Stéphane, il n'y a toujours aucun suspect à l'horizon. Le juge en charge du dossier clôt l'instruction et rend un non-lieu. Le meurtre de Stéphane risque de rester impuni à jamais. Ça, pour nous, c'est inadmissible. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Inadmissible. On a arraché la vie à quelqu'un. Où est la justice de notre pays? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas supportable. Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich. On sait pas qui c'est, on sait pas si on le côtoie, on sait rien. Est-ce qu'un jour il va récidiver? Ça fait froid dans le dos. Une enquête au point mort, un assassin toujours en liberté, c'était sans compter sur la détermination de Sylvain. Ce non-lieu, ça nous a, je dirais, démultiplié notre force. On est parti pour combattre et pour trouver la vérité. Il y a une association qui a été créée. Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich. En mémoire à Stéphane Dietrich, très importante. Tout part de là. Très vite, l'association fait parler d'elle, au point que la presse s'empare de l'affaire. Les journaux locaux titrent sur ce meurtre énigmatique et les médias s'emballent. Sylvain enchaîne les plateaux télé pour sensibiliser la France entière sur la mort tragique de son frère. Et ça dépasse la France, puisqu'il y a des gens qui nous écrivent de Suisse, de Belgique, du Maroc. Je me dis, il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose et qui peut témoigner. Peut-être qu'un jour, quelqu'un, quelque part, parlera. Vous avez aussi beaucoup de gens qui refusent de témoigner à la police. Et ça, l'espoir, il est total. Il est vraiment total. La mobilisation des proches ne s'arrête pas là. Ils sont sur tous les fronts. Donc on se bat, on continue. Et puis, vous savez, on a tous des passions dans la vie. Et tout gamin, moi, c'était pas le sport, mais c'était chanter. Et je me dis, on pourrait organiser des concerts qui feraient que Stéphane, son nom, le combat, ne tomberait pas dans l'oubli. Sylvain met son plan à exécution. Il organise des dizaines de concerts et à chaque fois, il monte sur scène pour honorer la mémoire de son frère. À chaque événement, Sylvain distribue des centaines de flyers qui rappellent les grandes lignes de l'affaire pour susciter d'éventuels témoignages. Et un beau jour, Il y a un Belfortin qui, au moment du déménagement d'une épicerie d'un de ses amis, regarde le flyer et il dit tiens, c'est quoi ça? Et son copain lui dit c'est l'association des amis de Stéphane Dietrich. Tu sais, l'affaire Dietrich. D'ailleurs, je viens de voir une émission, c'est bizarre cette affaire. Et les deux commencent à parler. Il y a quelque chose qu'il chiffonne dans toute cette histoire. Ça lui rappelle quelque chose en fait qui l'a marqué dans sa vie et ça lui fait tilt dans sa tête. nous sommes en septembre 2014, 20 ans après la mort de Stéphane. En découvrant le flyer, cet homme est interpellé par la date du crime. Cela lui rappelle un très mauvais souvenir. Une intuition renforcée lorsqu'il tombe sur une émission de faits divers consacrée à l'affaire Stéphane Dietrich. Dans le film, il remarque surtout une photo, celle d'un homme appelé Patrick.
il tombe sur quelque chose qui est un peu le clou à sa chaise, c'est-à-dire qu'il voit témoigner quelqu'un qui est présenté comme un ami proche de Stéphane à l'époque, mais qui est flouté. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et là, ce garçon reconnaît sans aucun doute possible quelqu'un de sa connaissance. C'était son pion, le surveillant du collège à l'époque où il était en 3e. Devant sa télé, cet homme pense que le fameux surveillant qu'il reconnaît à l'écran pourrait bien être lié au meurtre de Stéphane. Alors il se rend à l'adresse de l'association qui se trouve être le domicile de Madame Dietrich. Madame Dietrich sort, il lui dit « Écoutez madame, j'ai regardé l'émission par rapport à votre fils. » Et l'ancien collégien fait alors une révélation fracassante. Il lui dit, mais est-ce que ce fameux Patrick qui apparaît dans les reportages télé, qui est flouté, est-ce qu'il s'appellerait pas Christophe Blain? Elle répond oui, parce que le nom était changé. Et il lui dit « Madame Dietrich, cet homme, lorsque j'étais au collège, est venu me voir et m'a demandé si je peux tuer quelqu'un. Je pense que cet homme me demandait de tuer votre fils. » Madame Dietrich est sous le choc. Car si ce témoin ne se trompe pas, Christophe Blain, le meilleur ami de Stéphane, pourrait être lié au crime. Aussitôt, le jeune homme se rend au commissariat. Il nous explique comment Christophe Blain, surveillant donc au collège Vauban, Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. l'a sollicité, l'a approché en lui disant « Écoute, est-ce que pour 10 000 francs, tu serais prêt à tuer quelqu'un ?» Pour les enquêteurs, c'est un incroyable rebondissement. Christophe Blain aurait donc tenté de commanditer un crime pour la somme de 10 000 francs, et seulement 3 semaines avant la mort de Stéphane. Mais ça n'est pas tout. D'après l'ancien collégien, Christophe aurait aussi fait cette proposition à un autre de ses camarades de classe que la police convoque immédiatement. Nous avons retrouvé ce témoin capital qui a souhaité rester anonyme. Le commandant, il montre des photos du passé. Et en fait, il montre la photo du surveillant Christophe, que je reconnais directement. Et de là, je lui explique la proposition qu'il m'a faite. Et il est venu, il a parlé comme ça, il m'a dit « Est-ce que j'étais capable de tuer quelqu'un ?» Moi, à cet âge-là, j'avais 16 ans. Je lui dis « Ouais, bien sûr, je suis capable de tuer quelqu'un. » Je voulais jouer le grand lui, il croyait en fait qu'on était des petites racailles du quartier, là. Ce garçon d'une quarantaine d'années qui a un petit peu rangé des voitures, à l'époque, il a 17 ans. Et c'est un petit peu le caïd dans la cour d'école, enfin dans ce collège. C'est un petit peu celui qu'on remarque, celui qui a une grande gueule, comme on dit. Il nous a proposé 10 000 francs. Pour nous, c'était énorme. 10 000 francs, c'était le bout du monde à 16 ans. Nous, on lui demandait un acompte. De 5 000 francs pour prendre l'acompte. Moi, je voulais franchement l'arnaquer. Christophe ne se doute de rien, mais les deux collégiens jouent le jeu, espérant lui soutirer un maximum d'argent. Le surveillant pense avoir trouvé ces hommes de main, et c'est à partir de là qu'il leur aurait soumis un plan. Il a demandé d'aller le tuer, de prendre un couteau, de lui mettre des coups de couteau dans le ventre et de le laisser pour mort par terre. Il lui dit viens, ça se passera dans un bois. Émilie Pou, journaliste à France Bleu Belfort. 3 ou 4 coups de couteau, ça suffit et c'est fini. Mais il lui donne jamais le nom de la victime. En fait, il donnait cette proposition, mais moi j'essayais de savoir pourquoi. Il a jamais donné de détails, il a jamais donné de nom. J'ai jamais su en fait. En revanche, Christophe leur aurait fixé une date pour passer à l'acte, le 3 juillet, la veille du meurtre de Stéphane. Et plus l'échéance approchait, plus il devenait insistant. Puis après, il nous convoque au bureau, dans la salle des pions. Il a commencé à insister. Là, ça m'a vraiment fait peur. Et Christophe Blain ne se serait pas arrêté là. Il serait même allé dans leur cité pour mettre son plan à exécution. Quand il vient au Glacis, il est complètement déterminé. En fait, c'est un quartier qui était chaud, c'est un quartier où il n'y avait pas n'importe qui rentrait. Si, il rentrait, mais en se faisant dépouiller, en se faisant voler leur voiture. Et lui, il est vraiment rentré à l'intérieur. On l'a vu, on lui a dit avance l'argent. Il n'a rien ramené, après il est parti. Il a compris qu'on voulait l'arnaquer. À partir de ce moment, Christophe ne les sollicitera plus.
C'était la fin de l'année scolaire et les collégiens et leurs surveillants ne se croiseront plus jamais. Mais pour la police judiciaire, les témoignages providentiels de ces anciens élèves relancent toute l'enquête. Ça fait quand même 20 ans que la police se casse les dents sur le dossier Stéphane. Et là, véritablement, la lumière est là, parce que Christophe Blain devient véritablement le suspect numéro 1. Pour les enquêteurs, il reste une question. Qui Christophe voulait-il tuer, Stéphane ou quelqu'un d'autre? Pour le savoir, ils doivent pousser un peu plus loin leurs investigations. Alors, dans le plus grand secret, ils passent au crible les 20 dernières années de sa vie. Christophe est devenu agent immobilier. Célibataire sans enfant, il collectionne les aventures. Il commence donc par interroger ses ex-compagnes et elles racontent toute la même histoire. Au début, c'est le prince charmant. C'est l'homme rêvé. Elles sont sous le charme. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Il est attentionné, il est gentil. Et quelques semaines après, la machine se grippe. Qu'est-ce qui arrive? C'est de la possession, c'est de la jalousie. Il va vous appeler, vous harceler au téléphone. C'est des filles qui, quand elles vont au travail, sont apeurées parce qu'il y a une voiture qui arrive derrière elles à toute blinde. Il va faire du pare-choc contre pare-choc. Ce qu'on découvre, c'est que sous cette air un petit peu de gendre idéal se cacherait peut-être un homme au double visage, en fait. Un double visage que les enquêteurs n'avaient jamais soupçonné au début de l'affaire. Ils s'interrogent. Et si Christophe cachait une face encore plus sombre? Ils entendent ensuite une femme qui a partagé sa vie. Et cette femme dresse un portrait glaçant de Christophe. Un jour, il séquestre une femme qui est en pleurs pendant une nuit entière. Claire Doublier, avocate des parties civiles. Qui, à un moment donné, va se retrouver avec un Blain au-dessus d'elle, avec un énorme couteau et des yeux absolument terrifiants. Elle a bien vu que Christophe Blain n'était pas dans son état normal, qu'il était jaloux. Il a fallu effectivement qu'elle le calme par des caresses. Voilà, elle l'a apaisé, mais c'est quelque chose qui l'a marqué à vie. Vu ce profil inquiétant et le témoignage des deux anciens collégiens, Christophe Blain est toujours le suspect numéro 1 des enquêteurs. Mais faute de preuves, ils ne peuvent compter que sur des aveux. Le 15 décembre 2015, les enquêteurs placent Christophe Blain en garde à vue. Mais s'il est bien l'auteur du crime, va-t-il se décider à parler ou s'en tiendra-t-il à sa première version des faits? Au début de son audition, les policiers confrontent Christophe à un couple d'amis qui, à l'époque, avait pointé des incohérences dans sa déclaration. Mais Christophe confirme, il a bien déposé Stéphane à la fête foraine. Et les enquêteurs lui disent « Non mais attendez, on vous croit pas, monsieur Blain. Ça va pas, ça colle pas, ça marche pas. » Il reste sur cette version tout le temps. Et à ce moment-là, les policiers se disent que ça va pas être forcément évident de le faire avouer. Les enquêteurs n'ont pas de preuves matérielles. Ils doivent donc tout faire pour obtenir des aveux. Sinon, Christophe ressortira libre. Et leur tourne. Alors ils abattent leur carte maîtresse, le témoignage du collégien auprès de qui il aurait commandité un crime 21 ans plus tôt. Christophe ignore ce rebondissement dans l'enquête. Il mise tout sur ce face-à-face. Cet ancien collégien, en présence des policiers, c'est une scène un petit peu surréaliste. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il lui met la pression, mais il lui dit « Mais oui, souviens-toi, avoue, il faut que justice soit rendue. » Et là, tout change, tout bascule. C'est-à-dire que Christophe Blain se ferme totalement. Christophe change d'attitude, mais il n'avoue rien. Alors les enquêteurs mettent fin à la confrontation. Ils font sortir l'ancien collégien sans savoir si leur stratégie a payé. Et lorsque je reviens... Patrick Lebar, commandant de police judiciaire à Besançon. Je retrouve dans la pièce où a eu lieu la confrontation un Christophe Blain en pleurs.
Il craque, il demande à ce qu'on arrête la caméra. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Le policier qui conduit l'audition refuse, lui donne quelques minutes pour reprendre ses esprits, on rallume la caméra. Et là, en fait, il nous explique qu'il veut libérer sa conscience, qu'il va tout raconter, que c'est difficile pour lui. En fait, il va raconter que Stéphane et lui, à l'époque, étaient effectivement très proches, mais que cette relation allait bien au-delà de la simple amitié et qu'il y avait quelque chose de sexuel entre eux. Pour les enquêteurs, c'est une information capitale. D'après Christophe, les deux amis entretenaient une relation homosexuelle. Pourtant, lors de leur enquête, Christophe Blain leur était apparu comme un hétérosexuel qui enchaînait les conquêtes féminines. Mais le suspect leur raconte comment tout a commencé. Christophe Blain explique d'abord que ses premiers actes sexuels ont eu lieu à Besançon. Julien Damy-Lecoz, avocat de Christophe Blain. Dans un logement dans lequel il était en colocation avec Stéphane Etriche. Et il explique que Stéphane Etriche lui demande d'abord de se livrer à des actes de masturbation. Alors d'abord chacun dans son coin, puis de manière réciproque. Le problème, c'est qu'il met les doigts dans un engrenage qu'il ne pourra pas quitter pendant 4 années. Christophe révèle aux enquêteurs qu'au départ, il cherchait son identité sexuelle et que très vite, il aurait souhaité mettre un terme à cette relation. Mais il n'avait pas su dire non, et sa vie serait devenue un enfer. Il explique qu'il était victime. Émilie Pou, journaliste à France Bleu Belfort. Et qu'il a été victime d'agressions sexuelles de la part de Stéphane Dietrich pendant 4 ans. Il dépeint Stéphane Dietrich comme un harceleur. Il se dit même son esclave sexuel. Il dit que Stéphane Dietrich le contraignait, lui imposait des masturbations réciproques. Il parle de 500 masturbations. Il éprouve un profond sentiment de dégoût. Il explique également qu'il espère qu'à chaque acte sexuel, ce soit le dernier. Il n'est pas homosexuel, il le sait. Face aux enquêteurs, Christophe avoue avoir tué Stéphane. Il explique que la veille du départ en vacances a été pour lui le déclic. Il redoutait que Stéphane le harcèle encore et c'est là qu'il aurait décidé d'en finir. Et il révèle aussi avoir fixé un rendez-vous à Stéphane ce soir du 4 juillet 1994. À 22h, il s'arrête devant le pavillon familial. Stéphane se précipite dans son véhicule après avoir laissé sa mère dans le pavillon. Stéphane Etriche va d'abord souhaiter se rendre au distributeur pour retirer 500 francs, ce qu'il a fait. Puis ils repartent, et là, selon Christophe, le harcèlement aurait repris. Il nous déclare que Stéphane l'aurait à nouveau sollicité pour des caresses. Pour lui, ça a été le moment de trop. Il n'en pouvait plus. Et que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit « stop, ça suffit ». Christophe raconte qu'il part alors à la recherche d'un endroit isolé, dans l'intention d'en finir, et il se rend au fameux Bois Joli. Il est en possession d'un couteau. Ce couteau, il l'a acheté l'après-midi même. Il l'a positionné sous le siège de son véhicule. Christophe demande à son ami de chercher un bosquet pour s'abriter des regards. Et pendant ce temps, il en profite pour glisser discrètement le couteau dans sa poche. En l'attendant, Stéphane se déshabille. Il va enlever son short, qu'il va plier, qu'il va poser par terre, et il va ouvrir, il va déboutonner sa chemisette, puisqu'il aimait, semble-t-il, qu'on lui caresse le torse. Et là, il va se livrer à un acte sexuel, à un acte de masturbation auprès de Stéphane Etriche. Et ensuite de cela, il explique qu'il va porter un premier coup dans l'abdomen. Au moment où le premier coup est porté, Stéphane lui aurait dit « Moi, je t'aimais ». Vont se succéder 11 coups de couteau. Et il le tue sauvagement, en fait. Il l'exécute sur place à coups de couteau, en fait.
Christophe le laisse pour mort, à moitié nu. Il explique qu'à cet instant, il est en état de choc, mais il ne veut pas laisser de traces. Alors il récupère les 500 francs et l'arme du crime. Puis il s'arrête dans un parc et il jette l'argent et le couteau dans une poubelle. Et ensuite, il se rend au domicile de sa compagne de l'époque et il va y passer la nuit. Et il nous explique s'être lavé les mains dans le lavabo, puisqu'il a cette image de sang dans le lavabo. Et le lendemain matin, il découvre le message de Madame Dietrich qui souhaite être rappelée. Le 16 décembre 2015, Christophe Blain est placé en détention dans l'attente de son procès. Il vient d'avouer le meurtre de Stéphane et il reconnaît avoir prémédité son geste. Pour les proches, son arrestation est le combat d'une vie. Mais cette annonce les bouleverse. D'apprendre que c'est lui qui avait tué, c'est un gros choc. Henri Volkovitch, ami de la famille Dietrich. C'est une violence extrême parce que un copain avec qui vous devez partir en vacances, quoi. Comment peut-on en arriver là? C'est un choc en fait de savoir qu'il était dès le départ sous les yeux de tout le monde. C'est une trahison. Alexandra Bach, amie de la famille Dietrich. Moi, sincèrement, je me pose la question, comment il a fait durant toutes ces années pour se regarder dans une glace, parce que c'était quand même l'ami de Stéphane. Comment il a fait? Christophe Blain est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Il risque donc la perpétuité. Mais lors de ses aveux, il a aussi donné une autre image de la victime. Et si pendant le procès, il parvient à convaincre les jurés que derrière ce profil lisse, Stéphane Dietrich était en fait un harceleur, il pourrait voir sa peine allégée. Le 14 janvier 2019, le procès très attendu de Christophe Blain s'ouvre à Vesoul. Et c'est dans un décor surprenant qu'auront lieu les débats. Le tribunal est en travaux et la cour d'assises s'est installée au parc des expositions de la ville. C'est quand même un petit peu dans une ambiance surréaliste que s'ouvre ce procès de l'affaire Stéphane, de l'assassinat. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. 24 ans après les faits, 24 ans, c'était l'âge de Stéphane au moment où il a été tué. La presse s'est mobilisée pour couvrir cette affaire qui secoue la région tout entière. Et 24 ans après les faits, le besoin de vérité est toujours aussi fort chez les proches de la victime. Pour nous, c'est en quelque sorte rendre hommage à Stéphane et que justice lui soit rendue, simplement. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Voilà, et que la personne puisse de son côté être privée de sa liberté pendant un certain temps. Le procès s'ouvre devant le public qui découvre enfin le visage de l'accusé. Son avocat va devoir briser cette image d'assassin qui lui colle à la peau. Et pour cela, il mise tout sur le harcèlement qu'il aurait subi. L'objectif de l'audience, il est très clair. C'est de faire comprendre à la cour d'assises que Christophe Blain, qui est dans le box, n'est pas un monstre. Julien Damy-Lecoz, avocat de Christophe Blain. Stéphane Dietrich est bien la victime. Il est bien celui qui est mort. Christophe Blain, il est bien l'auteur des faits. Mais il est aussi celui qui a porté ses coups parce qu'il était victime d'agissements à caractère sexuel. Dans le box des accusés, Christophe Blain prend la parole. Il est en pleurs. Il veut faire comprendre aux jurés qu'il est lui aussi une victime dans cette affaire. Il va expliquer que lorsque il refusait les actes à caractère sexuel, eh ben celui-ci pouvait le menacer de faire licencier sa mère et donc le faire perdre son emploi, ce qui serait évidemment catastrophique pour la famille modeste, très modeste de Christophe Blain. D'après Christophe, Stéphane serait allé encore plus loin. À la barre, il raconte une anecdote terrifiante. Christophe ayant voulu rompre à un moment donné, Stéphane l'aurait poursuivi dans une espèce de folle course-poursuite en voiture, pare-choc contre pare-choc. Ce qui va provoquer chez Christophe Blain une certaine peur. Cette première journée s'achève dans un climat électrique. Pour Sylvain,
Ces accusations salissent la mémoire de son frère et c'est pour lui insoutenable. S'il pouvait le tuer une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça le gêne pas. Humainement, mais c'est insupportable, ça. C'est qui? Il se prend pour qui? Mais l'avocate des parties civiles contre-attaque. Il explique que dans le cadre du harcèlement sexuel dont il serait victime, Stéphane le poursuit en voiture. Ce fait, il est évidemment parfaitement faux. Claire Doublier, avocate des parties civiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un comportement qu'il a, lui, vis-à-vis des femmes avec qui il va entretenir une relation dans les années qui vont suivre. D'après la famille, Christophe Blain a inventé cette histoire de harcèlement. En fait, il jalousait la réussite de Stéphane et ne supportait pas l'idée qu'il l'abandonne pour une nouvelle vie. Au bout de 5 jours d'audience, la cour se retire. Christophe l'a-t-il convaincu? N'a-t-il supprimé Stéphane que pour se libérer de son emprise? Ou est-il un assassin qui a froidement exécuté sa victime de peur qu'elle ne lui échappe? Ce sera au juré de trancher. Au bout de 4 heures de délibéré, ils ont forgé leur intime conviction. À l'unanimité, ils condamnent Christophe Blain à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Une victoire pour la famille. Pour nous, c'est pas le nombre d'années qui change la donne, mais c'est vraiment l'aboutissement de tout un combat. Sylvain Dietrich, frère de la victime. Mais quelque part, je me dis, la mémoire de mon frère, elle a été honorée. Et il peut maintenant être libéré et partir s'envoler. Chaque jour, je pense à mon frère. Christophe Blain est incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse. Il n'a pas fait appel de la décision. La famille de Stéphane Dietrich a livré sa dernière bataille.